J'appelle maintenant Denis Greff, de Mulhouse, qui va nous présenter une étude multicentrique portant sur les resténoses athéromateuses tardives. Je voulais vous présenter cette étude qui est une étude rétrospective qui a été menée au sein du groupe Archung. Après 2 ou 3 décennies de pratique chirurgicale, on a vu revenir certains patients opérés par le passé de sténose carotidienne, et en les revoyant tardivement avec une nouvelle sténose en dehors de tout processus cicatriciel. Alors, 70 carotides ont été corrigées chez 67 patients, puisqu'il y a eu 3 récidives bilatérales, une nette prédominance d'hommes. Et le délai moyen entre les 2 interventions, entre les 2 prises en cas chirurgicale, était de plus de 10 ans, allant de 3 à 24 ans. La première intervention a eu lieu entre 83 et 2003 chez des patients d'âge moyen 59 ans, donc relativement jeunes. Et la deuxième intervention, donc pour cette resténose athéromateuse tardive, entre 1997 et 2014, où l'âge moyen était de 70 ans. Alors cette première intervention, il y avait à peu près la moitié de patients qui étaient symptomatiques, l'autre moitié asymptomatiques. Et la technique utilisée, je pense, est importante. Il y a eu 50% de désobstruction simple, sans patch, 27% avec patch, que 17% d'éversion, très peu de pontage, 4. Voilà, ce sont les techniques d'une époque entre 1983 et 2003. Cette première intervention a été dans 3 quarts des cas vérifiée anatomiquement, et il y a eu bien sûr des lésions résiduelles, une seule sur une carotide interne qui a été traitée par un patch distal, et puis 3 sur une carotide externe qui ont été corrigées. Les suites opératoires ont plutôt été très bonnes, puisqu'on a un TCMM qui était à 0%, avec cependant 2 petites lésions péridénaires périphériques, mais 2 12 qui ont été régressifs. Alors voilà 3 exemples. Le premier patient est un patient vu 14 ans plus tard, c'est manifestement pas une lésion cicatricielle, c'est clair. Au milieu, 4 ans après, on peut penser que c'est une insuffisance de désobstruction. Et enfin, une lésion 8 ans après, qui pouvait être un mélange de cicatrices sur laquelle de l'athérome s'est mis secondairement. Voilà des lésions beaucoup plus hétérogènes. À gauche, 14 ans après, au milieu des lésions de tandem qui, à la fois en haut et qui prennent également la carotide primitive de façon un peu extensive, et puis à droite également des lésions qui ont progressé indiscutablement sur la carotide primitive. Donc la deuxième intervention, donc, pour des patients donc, vus pour ces sténoses tardives, a eu lieu en moyenne 10 ans après. Alors, il n'y avait qu'un quart qui était symptomatique. Les autres patients étaient donc régulièrement suivis, d'ailleurs souvent opérés pour autre chose. Et la technique, cette fois-ci, a été dans la moitié des cas, le pontage, qu'il soit veineux ou en PTFE, donc 43%. Des désobstructions patch, cette fois-ci, très peu de désobstructions simples, peu d'éversion, et que 7% d'angioplastie dans cette série, pour les cas, la plupart du temps, les cas les plus récents. Alors là, le contrôle anatomique a été fait dans tous les cas, sauf un qui a été donc, opéré un peu en urgence. Les lésions résiduelles, notamment au niveau d'une carotide interne, il y avait un thrombus dans un pontage en PTFE qui a été mis sous anticoagulant avec une disparition à J3. Les suites opératoires ont été plus compliquées, puisqu'on a un TCMM de 4,2%, avec notamment une hémorragie cérébrale à J3 et 2 accidents ischémiques constitués. Il y a eu un accident ischémique transitoire, donc régressif, et il faut noter quand même une atteinte de dissection, puisqu'on a une atteinte des nerfs périphériques, du 12 et du récurrent, dont certains qui n'ont régressé que de façon partielle. Alors, le recul de ces patients-là, après la deuxième intervention, donc il y a 67 nouvelles récentes, ils ont tous été suivis presque sur le plan anatomique, notamment par écho-Doppler.
Alors, il faut voir que 2 patients ont eu de nouveau une nouvelle rosténose tardive 4 ans et 8 ans après. L'un pour une désobstruction patch qui a été transformée en pontage en PTFE et l'autre 8 ans après pour une désobstruction patch qui a été transformée en pontage veineux. Le pontage veineux a toujours résolu les problèmes. Il y a une rosténose cicatricielle qui a été corrigée par un patch Safen sur une éversion. Alors ces patients, il y a eu pas mal de décès tardifs du fait de la pathologie, notamment coronarienne associée, mais il n'y a pas eu de récidive d'AVC, ce qui laisse penser que la chirurgie carotidienne est un bon élément pour éviter les AVC secondaires. Alors voilà un patient qui avait eu une 3e récidive, et finalement, à gauche, il avait eu d'emblée un pontage veineux qui a résolu le problème, alors qu'à droite, il n'a eu qu'une désobstruction patch qui a récidivé et qui a finalement été résolue en réalisant donc cette fois-ci également un pontage. Alors les facteurs de rosténose, indiscutablement, c'est un peu de facteurs de risque. Ce sont les différents facteurs habituellement connus, mais peut-être de façon plus importante, notamment pour le diabète, l'hyperlipidémie, et notamment en l'absence de statine. L'HTA également, dont 2 très sévères, non maîtrisés, qui ont emporté les patients. Et enfin, l'irradiation cervicale a été indiscutablement chez le patient qui a eu les 3 récidives, un facteur indiscutable. Alors ce sont pratiquement tous des patients polyvasculaires, 13 ont été opérés également de la carotide contralatérale, 22 avaient des pontages coronariens, 25 avaient été opérés des membres inférieurs entre-temps, plus d'autres interventions sur les rénales, vertébrales, TABC. Alors, le traitement médical, ils étaient pratiquement tous sous anti-agrégants plaquettaires. Par contre, les statines n'étaient pas toujours, du moins pour les premiers cas, ils ne l'avaient pas tous, mais il y a certains dossiers qui sont racontés où on ne sait pas. Enfin, ils n'étaient pas tous sous IEC non plus. Alors, les facteurs de rosténose, on connaît très bien la rosténose cicatricielle, précoce, et là, c'était donc en dehors de toute rosténose précoce, puisque ces malades étaient suivis régulièrement, annuellement, donc c'était des rosténoses tardives. Alors, le degré de rosténose, c'est difficile à apprécier, évidemment, selon le degré de sténose qu'on évalue. Si on l'évalue à 40 ou à 50%, ou selon le recul, il est très variable entre 1,2 et 22%. Alors, les facteurs techniques, je pense qu'indiscutablement, il peut y avoir comme facteur une insuffisance de la désobstruction au départ, ce qui pourrait être un argument pour d'emblée choisir un pontage, que la désobstruction patch est indiscutablement supérieure à la désobstruction simple, qui, je pense, aujourd'hui est communément admis. Il peut y avoir des imperfections techniques, bien que 3/4 de ces désobstructions, de ces pontages ont été vérifiés par un contrôle anatomique péropératoire et elles ont été corrigées. Mais on ne voit certainement pas tout, ou du moins peut-être les insuffisances de la désobstruction, notamment vers l'amont, vers la carotide cognitive. Enfin, le calibre artériel peut être un facteur, notamment chez la femme, mais ça ne s'est pas vérifié dans cette série. Enfin, on a les facteurs généraux, l'inefficacité des antiagrégants a été évoquée tout à l'heure, l'absence de statine chez certains patients. Il a été vu que ça a augmenté 3 fois le risque d'AVC opératoire et 5 fois la mortalité, mais il n'était pas un facteur démontré en ce qui concerne la rosténose tardive. L'HTA mal maîtrisé, bien sûr, et le caractère polyvasculaire des patients. Alors, on peut penser pourquoi ne fait-on pas plus souvent des angioplasties. L'argument, c'est sûr, c'est simple, on a quand même relativement un bon résultat immédiat. Surtout, on n'a pas de conflit avec les nerfs périphériques. Alors, les arguments contre, bien sûr, le risque neurologique immédiat, il a été bien démontré tout à l'heure. Je mets un bémol au bon résultat immédiat, tout est relatif, bien sûr. À la rosténose secondaire, qui, autant qu'elle est à peu près similaire entre les désobstructions chirurgicales et l'angioplastie, mais
plus on a de recul, et plus la rosténose de l'angioplastie a été prouvée. Alors la bibliographie, en fait, il n'y a pas de... Toutes les séries mélangent un peu les sténoses cicatricielles et les sténoses athéromateuses tardives, mais il n'y a pas de série à proprement parler, comparant angioplastie et désobstruction au pontage, enfin reprise chirurgicale en tout cas, exclusivement sur les sténoses athéromateuses vues secondairement et traitées secondairement. Alors, les éléments pouvant limiter le risque de récidive, c'est sûr que le contrôle strict des facteurs de risque, mais vous savez comme moi qu'il n'est pas toujours très facile et qu'on note parfois une non-observance du traitement médical. Le contrôle artériographique péropératoire, je pense que ça a été clairement démontré, il ne faut ne laisser aucune imperfection qui pourrait être liée d'un nouvel athérome débutant, même vu tardivement ou devenant significatif tardivement. Chaque fois qu'on est obligé de faire une désobstruction étendue ou que les lésions sont étendues, peut-être il faut passer au pontage d'emblée plutôt que de faire juste de l'éversion ou une désobstruction patch. Que le patch est supérieur à la désobstruction. Sur l'éversion, ça n'a pas été démontré. Je pense qu'il faut parler de l'efficacité du pontage, mais en fait très peu en première intention. Alors juste pour terminer, que c'est pas forcément la panacée de l'angioplastie, ça c'est un patient relativement jeune qui a une obstruction de la carotide interne contralatérale, qui a une désobstruction patch chirurgicale, qui a été traitée secondairement par les neuroradiologues avec une angioplastie. Et voilà donc, un an après, une rosténose au sein de l'endoprothèse. On est un petit peu démunis. En fait, ce patient a été traité par une petite endoprothèse couverte, avec cette fois-ci, depuis 4 ans maintenant, un recul qui reste satisfaisant, heureusement, bien qu'on a des ballons actifs maintenant qui pourraient régler les problèmes ultérieurs. Voilà, je vous remercie. Monsieur le Président, Jean-Baptiste Rigaud a dû partir et c'est Eric Senmetz qui le remplace. Bien, merci. Je voudrais féliciter l'équipe d'Archives. Alors, simplement pour l'auditoire, pour préciser qu'Archives est un groupement de chirurgiens vasculaires libéraux qui, depuis maintenant 25 ans, 30 ans, est très dynamique puisqu'ils présentent tous les ans la SCB. Ils soumettent plusieurs travaux. Cette année, je crois qu'il y en a eu 4 de soumis. Il y en a eu 2, comme c'est la règle, on a le droit d'en soumettre que 2 par équipe. Et donc, qui ont été acceptés. Donc, c'est une équipe très dynamique. Et donc, se pose les papiers que vous présentez, en général, sont toujours des reflets de la vraie vie. C'est-à-dire que ce n'est pas de la recherche fondamentale, mais c'est toujours des choses très pertinentes, parce qu'effectivement, cette histoire de rosténose, on se pose tous la question. La première question que je voudrais se poser, c'est est-ce qu'on est sûr que c'est de la rosténose? Parce que ce n'est pas de la sténose résiduelle. Je pose ça parce qu'une de mes internes a fait sa thèse il y a 2 ans maintenant sur notre série carotide, qui est plus de 1600 carotides, et on s'est rendu compte qu'on avait un nombre important, probablement de l'ordre de 8%, de sténose qu'on pourrait appeler résiduelle, c'est-à-dire qu'au premier examen morphologique, il y avait déjà de la rosténose. Donc à 1 mois, je ne suis pas sûr qu'on puisse appeler ça de la rosténose. C'est ce que tu en penses? Alors, ce sont des patients qui ont été régulièrement suivis. Ce sont des patients qui ont été régulièrement suivis, d'ailleurs souvent opérés pour autre chose, carotide contralatérale, membre inférieur, autre chose. Donc, ils avaient un échodoppler régulier. Et il n'y avait donc pas de rosténose significative, du moins supérieure à 50%. Mais on peut penser que une certaine imperfection technique peut être liée d'un athérome secondaire, indiscutablement. Mais c'était inférieur à 50%. Après, une fois qu'on a éliminé la sténose résiduelle, on passe donc à la rosténose. Effectivement, il y a la rosténose précoce dans les 2 ans, même souvent dans la première année, qui est plus de l'hyperplasie. Et après se pose la question, au sein de ce groupe-là, est-ce qu'elle a été symptomatique au départ ou pas? Parce que lorsqu'elle n'a pas été symptomatique, on est souvent moins agressif. Lorsqu'elle a été symptomatique, on peut se dire les mêmes causes amenant les mêmes effets, on est souvent plus volontaire. Quelle serait toi ta position sur les sténoses précoces, symptomatiques ou asymptomatiques? Une rosténose. J'ai été frappé un peu c'est un peu comme les sténoses
au moment de l'irradiation, chez les personnes qui ont eu l'irradiation. C'est classiquement, du moins ça peut être discuté pour une indication d'angioplastie. Mais on est quand même surpris que lorsqu'on opère ces gens-là, on trouve un athérome particulièrement hétérogène. Et souvent on se dit, heureusement qu'on n'est pas passé à travers. Alors, je suis un peu étonné parce que les images que je vous ai montrées, c'était quand même des images très hétérogènes. Je veux dire. Donc c'est vraiment de l'athérome à haut potentiel emboligène, du moins décrit par nos écho-doppléristes comme des plaques molles, hétérogènes, à haut potentiel emboligène. Alors c'est vrai que dans la série des reprises, il n'y avait qu'un tiers qui était symptomatique, les trois quarts ne l'étaient pas. Et donc c'est à l'appréciation du chirurgien et sur l'évolutivité lésionnelle, parce que c'était un des facteurs. Chez un patient asymptomatique, régulièrement suivi, on voyait la lésion progresser, et donc à un moment donné, la décision a été prise de le réopérer. C'est clair que c'est en clé. On pourrait demander un commentaire à Dominique Midy, qui avait mené pour l'Association des services universitaires vasculaires en France il y a quelques années une étude multicentrique sur le traitement de la rostémie. Oui, c'était un cas de figure un peu différent, puisque c'était les rosténoses précoces. Et ces rosténoses précoces, on les avait pris en charge quand elles étaient à moins de 2 ans. Et là-dedans, il y avait surtout, comme tu l'as dit, de l'hyperplasie myo-intimale. Et c'était une excellente indication pour l'angioplastie abdominale, pour éviter d'avoir les complications neurologiques locales. Quand on intervient sur un coup, il y a 7% de complications à peu près neurologiques locales, et il peut y avoir des récurrents aussi, il n'y a pas que de la parésie du coude. Voilà, et donc c'est une excellente indication. Alors pour ces rosténoses précoces, ce n'est pas du tout le même cadre, il faut être un peu patient. C'est de la fibrose, donc elles ne sont pas emboligènes, et les indications opératoires ne sont pas les mêmes. La sténose évolutive qui arrive même à 80%, au contrôle à 3 mois, à 6 mois. Quelquefois, on voit que cette sténose régresse, puisque c'est de l'inflammation, et quand on refait un contrôle 3-4 mois après, on voit que ça commence à régresser. Donc il ne faut pas se jeter dessus, il faut savoir être patient, et quand vraiment, elles sont rarement symptomatiques, très rarement symptomatiques, mais quand c'est un axe unique, par exemple, il faut être un peu agressif, et l'angioplastie a sa place pour cette sténose précoce. Vous avez compris que du côté de Bordeaux, on était volontiers partisan du ballon, donc on va maintenant poser la question à notre président qui, lui, est plus partisan de la chirurgie pour la rosténose. Je vais demander son avis sur la question. Oui, alors effectivement, on avait obligé l'observation, on a publié l'observation opérée pour les rosténoses, radiques, c'est essentiellement ça. Et on avait constaté qu'il y avait un taux de rosténose qui était équivalent à l'angioplastie, quand on analyse la littérature. Par contre, c'est vrai que le taux de complication n'est quand même pas bon. Voilà, moi ce que je voudrais quand même dire, c'est que je voudrais se féliciter quand même d'avoir aussi ressorti cette série de malades, parce que c'est une pathologie très particulière, la rosténose tardive, mais tu l'as bien montré, c'est pas anodin. Là, il y a un taux de malades symptomatiques qui est relativement élevé, et ceux que vous avez opérés au stade asymptomatique, on peut quand même penser que l'autre, ils allaient devenir symptomatiques. C'est ça l'idée, et moi je crois qu'il faut être assez interventionniste sur ces patients-là, parce qu'ils ont déjà été opérés une première fois, et ils sont quand même à risque, incontestablement. Je veux vous féliciter quand même sur les résultats, parce que les résultats sont quand même bons sur cette population, qui est quand même très particulière. C'est vrai qu'on connaît bien, et je voudrais encore dire que peut-être il y a une place quand même pour les pontages, tu l'as bien montré, d'ailleurs il y a d'autres pontages qui n'a pas lieu. Je crois que faire une endartérectomie, une re-endartérectomie chez ces patients-là, c'est pas toujours très simple comme clivage pour essayer de retrouver. Voilà, je crois qu'il y a une place pour le pontage.